Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Projecteur aujourd'hui sur la deuxième édition du festival Izouren, un festival qui met en avant la diversité et la richesse du patrimoine culturel du royaume et de la culture amazigh. Il invite à redécouvrir nos racines amazighes, les secrets de notre patrimoine immatériel et une culture orale profondément enracinée dans les esprits. Izouren, qui se tient du 18 au 21 octobre 2024, dévoile le résultat d'un travail minutieux de collecte mémorielle réalisé auprès de femmes, d'artisans et de chercheurs. Un savoir-faire qui fait de chaque création artisanale une pièce unique, intemporelle, dans laquelle passé et présent s'entremêlent. Et avec nous pour en parler ce soir, Madame Loubna Mouna, vous êtes donc directrice de l'ONG We Speak Citizen, l'ONG qui organise donc cet événement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Myriam, pour l'invitation. Alors, pourquoi ce festival Izouren est important pour vous? Alors, le festival Izouren est important parce que c'est le moment où on permet ce partage entre ce qui a été collecté par l'équipe de la Maison de l'Oralité, donc la Maison de l'Oralité qui est le centre culturel que nous avons mis en place au sein du village d'Aït Ben Haddou, pas loin de Ouarzazate. Et donc ce centre culturel conduit des recherches pendant 2 ans. Alors ces recherches, c'est très bien, mais donner à voir ce résultat au grand public, c'est encore mieux et c'est vraiment fondamental pour nous. Et le festival est l'occasion de ce partage. Justement, quels sont les principaux objectifs de cette deuxième édition du festival? Et est-ce qu'il y a une innovation par rapport au festival précédent? Alors, le festival précédent montrait toute la recherche autour du tissage. Et durant ces 2 dernières années, nos équipes ont travaillé à une autre thématique, c'est comment la femme amazigh se fait belle dans le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas marocain. Et nous avons découvert énormément de choses, donc les bijoux qu'elle porte, leurs costumes, comment elle se maquille. Mais au-delà de ça, on a découvert aussi leur poésie. Et on a décidé cette année de mettre en avant une poétesse assez qui est connue par les gens qui s'intéressent à la culture, mais assez méconnue du grand public, qui est Mérida Nait Atir. Et nous avons Mérida Nait Atir, qui est une poétesse dont on ne garde que la traduction en français de ses poèmes. Donc l'équipe de la Maison de l'Oralité a traduit en Darija, puis en amazigh et en wolof. Et c'est un petit peu l'innovation de cette année. Donc nous ouvrons l'oralité marocaine sur l'oralité africaine. Et il y aura un concert qui va reprendre cette poésie dans les 3 langues, français, arabe, amazigh, et une 4e langue invitée qui est le wolof. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier à cette édition. Une oralité donc amazigh marocaine ouverte à l'Afrique, en Exactement. tout cas, ouverte à l'Afrique. Parlez-nous justement de cette programmation pour cette deuxième édition. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons fait un travail de collecte et ensuite nous avons donné à différents artistes. Alors, nous avons des dessinateurs qui dessinent des contes pour nous. Donc, nous sortons 2 contes pour enfants et un conte pour parler justement de Mérida aux petits, et un autre conte pour parler d'une légende, une des différentes légendes qu'on trouve dans la culture amazigh, et pour le coup c'est la légende d'Anzar, donc la légende de la pluie. Et nous avons donné aussi à des artistes plasticiens les vêtements, les bijoux, et on leur a demandé à travers ces vêtements et bijoux d'interpréter et de faire des œuvres artistiques qui vont montrer. Et nous avons donné à une photographe et à une dessinatrice de presse l'occasion de nous accompagner pendant 3 semaines dans le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas. Ils sont allés à la rencontre de ces femmes et ces hommes, et il y aura une expo photo qui va reprendre totalement leur regard sur ces femmes. Il y a plein de choses, et il y aura même un slam qui sera fait par une femme des montagnes avec une artiste française. Donc ce qui est important, c'est que l'on puisse donner sous des formes qui sont plus accessibles à des gens urbains, qui sont habitués à différentes formes modernes. Le résultat d'une collecte qui, elle, a l'habitude d'être donnée sous des formes qui ne sont pas accessibles.
Alors on se retrouve, bien entendu, quand on participe à des événements où il y a ces formes-là ancestrales, on admire, mais on n'arrive pas à toucher le cœur. Et donner sous des formes plus modernes, pour nous, c'est un moyen de parler au plus proche aux hommes, aux femmes et aux enfants d'aujourd'hui. Parler de la culture, un festival donc riche en culture, en diversité, diversité des artistes, de la musique, un festival qui se tient pendant quasiment une semaine, qui sera ouvert au public pendant 3 jours, n'est-ce pas, au grand public? Exactement. Je parle sous votre contrôle et l'occasion de redécouvrir, on va dire, d'une autre manière la culture amazigh, une manière telle qu'on ne la connaissait pas, en tout cas un savoir caché de la culture amazigh qui sera mis en évidence. Et justement, comment ce festival contribue à préserver et à valoriser le patrimoine amazigh culturel? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un festival qui se tient sur une semaine. Et pendant les 5 premiers jours, nous allons permettre à des enfants et aux villageois, parce que c'est un festival qui se tient dans un village, donc au plus proche des villageois, et on va leur permettre de rencontrer ces artisans et ces artisanes qui descendent de leur village et qui vont animer des masterclass. Donc on les accompagne pour qu'ils puissent eux-mêmes donner à voir leur savoir-faire, mais dans des formats qui sont des formats dont ils n'ont pas l'habitude. Donc on va accueillir des écoles, donc des écoles publiques de la région, et on accueille des associations locales, et c'est de vrais moments de partage. Et ensuite, pour le grand public, donc 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, la fin de la semaine, où là, ça sera plus les conférences, les concerts, et puis toutes les expositions et vernissages. Comment on met en lumière justement ce lien entre oralité, spiritualité, tradition, authenticité et puis culture amazigh? Alors, quand on parle de patrimoine immatériel ou même patrimoine matériel, on s'attache très souvent à l'objet. Et on s'attache à la beauté, à la technicité de l'objet. Et ce qu'on oublie, c'est comment tout le processus de création de l'objet. Et nous avons été très touchés par la manière avec laquelle les artisans et les artisanes créent. Ils sont profondément connectés au fait que l'objet de la création, c'est transformer une création divine. Donc, il y a des amdah, donc des chants spirituels, qui accompagnent tout le processus de création et donc une profonde spiritualité qui donne finalement la force aux objets créés. Ce n'est pas uniquement la technique et la beauté froide, c'est vraiment la connexion au plus grand, la connexion aux forces de la nature. Des objets qui possèdent une âme, Totalement. d'une certaine manière. Totalement. Et c'est ce qui est fort dans cette création-là. Et en quoi justement cette dimension spirituelle de l'oralité amazigh est vraiment importante pour vous? Alors, ce qu'on a remarqué, et je ne vous cache pas que ça a été une découverte pour nous, on a plus eu dans notre imaginaire collectif l'impression que la spiritualité était quelque chose d'urbain dans les grands centres spirituels. Et en nous baladant dans les villages, on s'est rendu compte que les Marocains, les villageois, les ruraux, sont spirituels, mais au quotidien. Chacun de leurs gestes est connecté au plus grand. Et cela nous a ouvert un monde que l'on ne connaissait pas. Et d'ailleurs, c'est le thème de recherche des 2 prochaines années de la Maison de l'Oralité. Spiritualité chez les ruraux amazirs au Maroc. D'accord. Bah, du coup, on a un petit aperçu de vos futurs travaux de recherche. Aujourd'hui, en tout cas, quelles sont les actions qui sont mises en œuvre par votre association, ONG, pour transmettre cette culture, cette mémoire aussi, on va dire, amazigh aux jeunes générations? Alors, le centre de recherche Maison de l'Oralité Tigui Nouawel à Itmenheddo est ouvert gratuitement à toutes les écoles publiques marocaines. Donc, nous avons reçu en 2 ans 2000 enfants qui sont venus des alentours. Nous sommes en train de finaliser un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'on puisse non seulement recevoir les enfants au sein du centre, mais que nos équipes puissent se déplacer
dans les écoles, avec les instituteurs, et travailler sur de nouveaux formats. Donc on peut les accompagner à créer des pièces de théâtre à partir des légendes, à partir de toutes les histoires, refaire en sorte que cette culture qui se trouve finalement dans les têtes des villageois se transforme et puisse aller au plus proche des élèves, au sein même des écoles. Et bien entendu, le centre est ouvert au grand public, il est ouvert 365 jours par an et il reçoit des visiteurs. Donc c'est une autre manière aussi, à travers la médiation culturelle, d'approcher ce savoir-faire du grand public. Donc transmettre la culture amazigh aux jeunes générations, c'est l'objectif principal en tout cas de ce festival. En plus de la culture, il y a ce savoir-faire, cette technicité dont vous parliez au niveau du travail quotidien pour l'élaboration de ces bijoux, de ces tissus. Comment faire en sorte de transmettre également cet art? C'est un art, une manière, un savoir-faire, au-delà de la culture, aux futurs artisans, femmes et hommes amazirs. Alors, au sein de notre ONG, nous avons un programme d'entrepreneuriat rural. Et notre ambition, donc là on a travaillé avec ces artisans pour collecter, notre ambition c'est de les accompagner pour qu'ils puissent monter des entreprises qui ont des formes modernes où ils vont pouvoir transmettre. La question de la transmission d'artisan à artisan aujourd'hui est une vraie question. Nous avons perdu les modes de transmission ancestrales et les ruraux ne sont pas encore impliqués dans le mode de transmission moderne que sont les centres de formation, OFPPT et différents organes que l'État a mis en place. Donc l'entreprise rurale peut servir de moyen de transmission, donc à travers des apprentis, au plus proche de ces artisans-là, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une appétence, il faudrait que les clients puissent être intéressés par ce que créent ces artisans, il faudrait qu'il y ait un marché. Et donc ça, c'est aussi un des rôles du festival. Et ce marché, il existe aujourd'hui, selon vous? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt. Sur des formes plus simples, on n'est pas dans une très haute technicité. On est sur un objet qui s'inspire, un objet ethnique. Mais comment partir de l'objet ethnique et faire de véritables œuvres d'art? Nous, on aimerait bien qu'on puisse avoir de grands bijoutiers ou de grandes lignes de bijouterie totalement inspirées des savoir-faire et non pas uniquement de la forme. On a hâte en tout cas de les découvrir. Merci à vous, Madame Loubna Mouna. Vous êtes, je rappelle, directrice de l'ONG We Speak Citizen qui organise donc cette deuxième édition du festival Izouren. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé et marhaba bikoum. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.